Salut champion, je suis René Georges Tank, l'un des promoteurs d'Afrique Excellence. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui est déjà bien connu sur les réseaux sociaux. Il est devenu millionnaire grâce à Amazon FBA. Il propose une formation gratuite sur Amazon du 27 au 30 novembre 2024. Formation au cours de laquelle il partagera avec toi les techniques et stratégies qui lui ont permis de se propulser de zéro à aujourd'hui millionnaire. Le dimanche 17 novembre 2024, j'ai réalisé ce podcast avec lui au cours duquel il a livré tous ses secrets. Alors, écoutez-le jusqu'à la fin, puisqu'en conclusion, il partagera avec toi un petit bonus et tu n'en sortiras pas perdant. À tout de suite. Voilà, il se trouve que vous avez fait succès dans le domaine Amazon. Avant Amazon, qu'est-ce que vous faisiez? Ce qui m'a amené en Angleterre, c'était une visite de courtoisie. Ouais. En réalité, je venais juste pour voir un tout petit peu à quoi ça ressemble. Ouais. Et je suis tombé amoureux de la culture. Et comment est-ce que vous décidez du premier produit à lancer? Personnellement, je ne suis plus autant impliqué dans mes business comme il y a peut-être 5 ans. Quels sont les défis auxquels vous faites face quotidiennement par rapport à vos produits Amazon? Vu que le monde avance avec l'intelligence artificielle, les méthodes peut-être de recherche de produits, les méthodes de publicité évoluent aussi avec le temps. Et il faut s'adapter. D'après cette recherche, je l'ai trouvé sur votre site internet que vous êtes devenu millionnaire avec le commerce Amazon. Mes boutiques sur Amazon font par an autour de 2 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que pour un départ, vous avez eu besoin de faire une levée de fonds pour vos premières acquisitions? Amazon ne demande pas d'avoir beaucoup de moyens pour se lancer. Est-ce qu'il y a des stratégies, des techniques adéquates pour déterminer que tel ou tel produit pourra faire bon marché? Il faut toujours partir sur la base que le profit devrait être autour de 30% du prix d'achat. Quelles sont les décisions qui ont contribué à votre croissance? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier podcast sur Afrique Excellence. Nous avons le plaisir de recevoir ici aujourd'hui quelqu'un qu'on ne présente plus, quelqu'un qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux dans beaucoup de pays. Il a fait l'Allemagne, il a fait la France, il est aujourd'hui en Angleterre et on parle également beaucoup de lui. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole et il va se présenter lui-même. Alors, mesdames et messieurs, recevez Alban. Comment tu vas, Alban? Ça va bien, merci Georges. Ça va très bien. Merci. Voilà. Merci de répondre à notre invitation et de prêter à cet exercice d'interview. Alors, comment était le voyage pour la ville de Lille? Bon, pas très long, vu que on est tous ici en Angleterre et ça m'a pris, on va dire, 1h30. D'accord. Mais c'était aussi vraiment pour moi l'occasion d'arriver à Leeds pour la première fois et avec la famille. Donc, on a profité pour prendre un petit congé de 2-3 jours. Tout à fait. Une pierre deux coups, alors on dirait. Une pierre deux coups, tout à fait. Super. Voilà, il se trouve que vous avez fait succès dans le domaine Amazon. Oui, c'est ça. Voilà, avant Amazon, qu'est-ce que vous faisiez? Avant Amazon, bon, j'ai fait beaucoup de choses, énormément de choses. Déjà, j'ai vécu en Allemagne, où je suis arrivé comme étudiant et tout. Donc, pendant mes études, je travaillais indépendamment. Donc, j'étais indépendant. C'est en Angleterre que j'ai eu mon tout premier boulot. Mais en Allemagne, je faisais un peu de tout. Donc, j'ai fait de l'e-commerce aussi en Allemagne. J'ai commencé avec eBay depuis 2009 que je vends en ligne, en fait. Et également, j'ai travaillé en tant que freelance pour on va dire, des compagnies d'immobilier. Oui, où je gérais une petite équipe et on s'organisait pour aller distribuer des leaflets, je sais plus quel est le terme. Des flyers, effectivement,
dans des grandes maisons que la société immobilière voulait acheter en fait. Ah, d'accord. Là, c'était en Allemagne. Ça, c'est en Allemagne, oui. Ah. Et j'étais aussi un organisateur d'événements, un DJ. Ceux qui sont en Allemagne, ils doivent bien connaître DJ Negro Talent ou DJ Talent. Et j'ai pas mal fait d'événements dans la ville de Francfort, Darmstadt et tous les alentours en fait. Tout à fait, tout à fait. Ben, ça me fait croire que vous étiez bien installé en Allemagne. Oui. Oui, en effet, je suis arrivé en Allemagne en 2003. Et j'ai laissé l'Allemagne 10 ans plus tard, en fait. J'étais bien installé déjà, Wow. Mais qu'est-ce qui vous motive de quitter le pays où vous êtes bien installé pour aller dans un pays neutre, un pays où vous ne connaissez peut-être pas la langue déjà? Et qu'est-ce qui vous booste et qui vous motive à quitter ce pays, l'Allemagne? Déjà, je suis un gros aventurier. Et j'aime les challenges, en fait. Donc, j'aime vraiment me challenger, aller au-delà de ce que je peux faire. Tout à fait. Et ce qui m'a amené en Angleterre, c'était une visite de courtoisie. En réalité, je venais juste pour voir un tout petit peu à quoi ça ressemble. Et je suis tombé amoureux de la culture. Comment est-ce que les Africains, parce que je suis très drivé culture et tout, comment les Africains vivaient ici, je me suis dit non, il y a du potentiel. Tout à fait. Et bizarrement, j'ai compris que j'étais un peu trop renfermé quand j'étais en Allemagne. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le conditionnement. On est conditionné. On est obligé de venir faire des études, avoir une carrière et finir sa vie de cette manière. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne passait pas trop avec moi. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Noirs qui avaient leur business. Ça, les taxis, les salons de coiffure. Et c'était tout nouveau pour moi. Je me sentais dans un environnement qui me plaisait. Je me disais, ah mais s'ils arrivent à faire ça, c'est que je peux le faire. Mais en Allemagne, je ne voyais pas trop ça. Peut-être aujourd'hui, ça a changé. Donc, l'ouverture d'esprit, en quelque sorte. Voilà, ça a justement ouvert mon esprit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai épousé ce pays-ci. Et je suis resté, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Alors, et maintenant, le déclic. Qu'est-ce qui vous amène à quitter de ce que vous faisiez par le passé et d'embrasser Amazon? Qu'est-ce qui vous motive d'embrasser Amazon? Vous avez fait une formation? Quelqu'un vous y a amené? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je vendais déjà sur eBay quand j'étais en Allemagne. Donc, pour la petite histoire, j'ai commencé eBay grâce à un ami. Et ensemble, on achetait des lunettes de soleil de la marque Ray-Ban dans des pays asiatiques. Mais naïvement, on ne savait pas que c'était des contrefaçons. On les achetait 1-2 paires, ça passait la douane sans problème. Et on les revendait sur eBay. On les achetait autour de 20 €, 25 € et tout. Et puis on les revendait sur eBay à 60-65 €. Donc, ça marchait super bien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de frapper un peu plus fort, d'acheter 10 paires, 20 paires. Et j'ai eu une lettre de la douane pour payer des amendes parce que c'était des contrefaçons. C'est là où j'ai compris que en fait, on était en train de vendre la contrefaçon. Mais toujours dans la même histoire en fait, j'avais pris une lunette de Ray-Ban et j'étais allé dans le magasin Ray-Ban qui venait juste d'ouvrir à Francfort et je leur ai présenté cette paire de lunettes pour leur demander si c'était du vrai ou du faux. Ils n'ont pas pu reconnaître que ça venait d'Asie. Non, pas du tout. Pour eux, c'était du vrai. Du vrai, d'accord. Et lorsque je le vendais, pour moi, c'était du vrai aussi, en fait. Tout à fait. Donc, il n'y a que le fait que ça vient d'un pays asiatique qui passe par la douane, qui faisait croire aux douaniers que c'était pas de de l'authentique, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, parti de là, lorsque je suis arrivé ici en Angleterre, je me suis dit, il faut que je me lance dans les activités que j'avais l'habitude de faire. Donc, pour moi, c'était d'abord l'événementiel. Tout à fait, tout à fait. Je me suis un peu exercé dans ce domaine. Mais je me sentais un peu, je vais dire, âgé. Ah, d'accord. Âgé parce que la culture aussi dans ce domaine a été très différente de ce que j'ai connu en Allemagne. Tout à fait, tout à fait. La population en Allemagne, je la trouvais très jeune. Dans les événements que je faisais, ça marchait. Avec la jeunesse, n'est-ce pas? Avec la jeunesse. Tout à fait. Mais ici, je trouve que la population était un peu plus âgée. Donc, les modèles que j'avais appris ne marchaient pas vraiment dans l'événementiel ici. Donc, pour moi, c'était un coup très dur. Et donc, je me suis dit, il faut que je retrouve quelque chose que je faisais. Là, je me suis rappelé que bon, j'ai fait du commerce en ligne.
Voilà, voilà. Et là, je me suis lancé sur Amazon. De mes propres moyens, en fait. J'ai essayé d'apprendre un tout petit peu quelle est la différence entre Amazon et eBay. Et tout le reste. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que vous n'aviez pas une formation universitaire en commerce ou en e-commerce? Non, pas du tout. Vous avez fait une formation sur le tard, de l'autodidacte, je peux imaginer. Ouais, je suis beaucoup autodidacte. Tout ce que je fais, je l'apprends, donc pas des formations autres, pas des vidéos, pas des podcasts, et ainsi de suite. Et puis, j'essaie de mettre en pratique, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, et comment est-ce que vous décidez du premier produit à lancer? Comment vous arrivez à savoir que tel produit pourra percer le marché? C'était un coup de hasard, en fait. C'était un gros coup de hasard. Comment j'ai trouvé mon premier produit? C'est mon épouse qui l'a trouvé en réalité. D'accord. Donc, en fait, vu que je travaillais, à ce moment, j'avais un job, un salaire normal. Et elle, à ce moment, elle était enceinte. Donc, elle était à la maison et de temps en temps, elle faisait un peu les courses et tout. Donc, un jour, elle est rentrée avec un produit, elle me dit, tiens, je trouve ce produit intéressant, est-ce que tu peux le vendre? J'ai regardé sur Amazon et il y a une technique que j'avais apprise à l'époque, dont on parle de 2017, 2016, 2017. Il y a une technique, il n'y avait pas encore les outils de recherche comme aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Il y a une technique qu'on utilisait qui s'appelait la technique du 999. D'accord. En principe, elle consiste à prendre un produit sur Amazon et de mettre environ 1000 unités dans son panier, dans son basket. Ah, d'accord. Donc, si le vendeur a plus de 1000 unités, tu pourras mettre 999 dans ton panier. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle 999. Tout à fait, tout à fait. Mais s'il a moins, Amazon va mettre uniquement ce qu'il a en stock dans ton panier. Dans ton panier, Tu mets la totalité et puis Amazon te dit peut-être que le vendeur n'a que 300 unités. Donc, tu ne pourras mettre que 300 unités dans ton panier. Et donc, j'ai mis les 300 unités dans mon panier et le lendemain, je vois qu'il en reste 287, par exemple. Donc, je fais le calcul. Il a vendu environ 13 unités. Tout à fait. Je reviens 2 jours plus tard, je vois qu'il en reste peut-être 250. Et ainsi de suite. Je me dis, ah mais ça marche. Tout à fait. Il vend bien ce produit. C'est comme ça que, de la même manière, le produit que j'avais, que mon épouse avait rapporté, j'ai essayé de le retrouver sur Amazon et de le mettre dans mon panier et j'ai vu que ça fonctionnait. Tout à fait. Et je me suis lancé dessus. De la même manière, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Super, super. Ça fut une technique géniale. Bon, et cette technique 999, c'est apparemment une technique qui est connue par les initiateurs d'Amazon. Non, c'est juste la créativité peut-être d'un vendeur. Il a essayé de la partager. Et ça a marché. Et ça marche, oui. Ça a marché. Mais ça ne marchera plus aujourd'hui parce qu'en fait, il ne tenait pas compte de la compétition en ce moment. C'est juste la demande que tu peux évaluer de cette manière. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et après aussi, ça ne peut que évaluer la demande d'un seul produit. C'est ça. En fait, d'un seul vendeur. D'un seul vendeur. Oui. Comment est-ce que ce vendeur vend? Bon, ça ne peut pas vraiment t'aider à comprendre si le marché est compétitif ou pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Donc, pour moi, à l'époque, puisque je voulais vendre exactement ce produit, ça marchait en fait. Tout à fait, tout à fait. Tout ouais, à fait. C'est ça. Super, bien de savoir. Voilà. Et quels sont les défis auxquels vous faites face quotidiennement par rapport à vos produits Amazon? Aujourd'hui ou à l'époque? Non, aujourd'hui. Les défis, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Déjà, le fait que Amazon change régulièrement les règles, en fait. Donc, il faut tout le temps peut-être s'aligner aux règles que Amazon exige. Tout à fait, tout à fait. Un exemple, je dirais, Amazon exige aujourd'hui de pouvoir mettre le pays d'origine. Ah, d'accord, du produit. Du produit, d'accord. Même s'il le fait, il veut que ce soit beaucoup plus concret, beaucoup plus, je ne sais pas trop, professionnel qu'avant. Et il demande également de mettre le mode d'utilisation de certains produits. Donc, ça doit être documenté et téléchargé sur la plateforme d'Amazon. Tout à fait. Donc, si tu as 100 produits différents, imagine le challenge que tu auras. Tu es obligé de le faire pour les 100. Pour chaque produit. C'est ça. Donc ça, c'est par exemple un challenge que je vois. Il y a aussi le fait que, vu que le monde avance,
avec l'intelligence artificielle, Ouais. les méthodes peut-être de recherche de produits, Ouais. les méthodes de publicité évoluent aussi avec le temps. Tout à fait. Et il faut s'adapter. Tout à fait. Donc, il faut vraiment passer par tout cela pour rester toujours compétitif et toujours faire beaucoup de chiffres sur Amazon. En fait. Tout à fait. Donc, malgré toutes ces difficultés, vous parvenez à les transcender. Oui, parce que personnellement, je ne suis plus autant impliqué dans mes business comme il y a peut-être 5 ans. Parce qu'en fait, je trouve des personnes compétentes qui vont les faire à ma place. Et j'essaie juste de voir si l'évolution continue en fait. Tout à fait. Et vous utilisez les techniques d'intelligence artificielle aussi? Oui, c'est inévitable aujourd'hui. Tout à fait. Inévitable. Tout à fait. C'est même un gain de temps de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Mais il faut être un peu plus créatif. Tout à fait. D'après, ça c'est un peu de curiosité et j'ai envie que vous dites ça aux internautes, à ceux qui nous écoutent. Oui. D'après certaines recherches, j'aurais trouvé sur votre site internet que vous êtes devenu millionnaire avec le commerce Amazon. Est-ce que vous confirmez ça aux internautes qui nous écoutent? Oui, bon, millionnaire. En chiffre d'affaires, on peut dire. Oui, sur le papier, on peut le dire comme ça. Ouais. Oui, mes boutiques sur Amazon, au total, font par an autour de 2 millions. De chiffre d'affaires. Donc, oui, si on va se baser sur ça, on pourrait dire, d'accord, pas de souci, c'est un millionnaire en fait. Tout à fait. Bon, mais après, ce que le revenu et le profit, c'est deux choses différentes. En fait. Tout à fait. Bon, il y a une question que je n'ai pas posée au départ. Est-ce que pour un départ, vous avez eu besoin de faire une levée de fonds pour vos premières acquisitions? Non. Amazon ne demande pas d'avoir beaucoup de moyens pour se lancer en fait. Donc, si on va le comparer à plusieurs autres activités business, Amazon vraiment demande très peu. Si on veut se lancer en immobilier, il faut avoir un capital assez conséquent. Donc, si on parle de l'Angleterre, il y a ce qui est appelé le deposit ou avec une caution qui représente environ 10% de ceux qui se lancent à nom propre. Tout à fait. Ou encore 25%. Donc, si une maison, par exemple, coûte 100 000, il faut avoir 25 000 € de côté ou 25 000 livres de côté pour démarrer, en fait. Tout à fait. Pour créer, par exemple, un autre business comme, je sais pas, un salon de coiffure, il faut l'aménager et ainsi de suite. Ça va demander un gros capital. Mais par contre, pour Amazon, il faut entre 3 000 et 5 000 pour vraiment se lancer. Donc, et je pense que toute personne qui travaille et à mesure même de mettre ce capital de côté en une année, par exemple. En une année, oui. Voilà, parce que vous savez, cette chaîne, par exemple, a pour but de promouvoir le jeune entrepreneur. Donc, le jeune qui nous regarde actuellement, il a envie de devenir millionnaire comme Alban, par exemple. Mais il se demande comment est-ce qu'il veut faire. Je vais au pays du miracle. Comment? Alors, dans le bien de savoir qu'avec 3000 pontes, on peut s'aventurer sur Amazon. Ça, c'est y compris la formation. C'est parce qu'il faut se former, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas compris la formation. Tout le monde peut se former tout seul sans avoir besoin de prendre une formation. Tout à fait. Après, ça dépend en principe de la discipline de chacun. C'est vrai que la motivation personnelle. La motivation, oui. C'est vrai que j'ai un programme d'accompagnement, un programme de formation et tout. Mais en réalité, ici, je parle pour la personne qui est totalement motivée et qui n'a pas forcément besoin d'un programme. Il aura besoin de 3 000 à 5 000 pour se lancer. Donc, ça va comprendre. La plus grosse part va comprendre le budget pour l'achat des produits. Tout à fait. Qui va tourner autour de 1500 à 2000. Pour un départ, il n'a pas besoin d'investir beaucoup. Tout à fait. Mais les autres 1500, les 1000 à 1500 autres vont pouvoir servir pour la création de son entreprise. Tout à fait. Je recommande toujours de créer une entreprise. Comme une limited company. Comme une limited qui représente une salle, par exemple. Pour les francophones, c'est une salle. Une SARL. Oui. Donc, il faut qu'il puisse avoir sa société qui est créée. Tout à fait. Il ouvre son compte bancaire, business. Et puis, il y a d'autres petites choses administratives, comme par exemple avoir un compte pour l'enregistrement de sa marque. Tout à fait. Et l'enregistrement même de la marque qui va coûter un certain montant. Tout à fait. Des petites choses comme ça et les logiciels pour faire la recherche des produits.
Donc, ces petites choses vont pouvoir s'élever jusqu'à 1000, 1500. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Bon, vous qui êtes des gens, vous pouvez tenir quelqu'un par la main du début jusqu'à ce qu'il soit indépendant, il peut imaginer. Oui, c'est ce que nous faisons maintenant. Super. Nous accompagnons beaucoup d'élèves partout dans le monde, pas seulement en Angleterre. Et la majorité même des étudiants de la formation ne sont pas de l'Angleterre. Donc, c'est un peu dommage. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne aussi. Et qui ont des résultats vraiment, je dirais, conséquents. Oui, pour un début, D'accord. Voilà, donc vous qui nous écoutez, on mettra en bas le contact d'Alban. Vous pouvez le contacter directement si vous voulez vous faire former en Amazon et devenir millionnaire comme lui-même. C'est possible. Honnêtement, le jeune Alban, il est tout jeune, comme vous, peut-être. Donc, il est possible que vous puissiez émerger dans le domaine du e-commerce. Avec Amazon, bien évidemment. Oui. Voilà. Alors, maintenant, la question que je vais vous poser, Alban, j'ai déjà posé, mais je reviens dessus parce que c'est important. Ça m'intéresse aussi. La technique du choix de produit. Vous avez dit c'était un peu le fait du hasard. Oui, ça c'était pour mon premier produit. Pour le premier produit. Oui. Alors, maintenant, après, est-ce qu'il y a des stratégies, des techniques adéquates pour déterminer que tel ou tel produit pourra faire bon marché? S'il y a des techniques pour le faire. Oui. Alors, vraiment, pour chercher des produits, je vais partager 5 astuces qui permettent de pouvoir définir, en fait, comment on va faire le choix de son produit. D'accord. Donc, déjà, il faut pouvoir évaluer sa demande. Il y a la demande d'abord, donc il ne faut pas juste imaginer qu'un produit peut se vendre. D'accord. Parce que je rencontre ça très souvent, surtout dans la communauté africaine. On se dit, parce que ce produit est rare, je vais le vendre. Mais c'est une erreur, ce n'est pas comme ça. C'est plutôt parce que ce produit se vend déjà, je vais le vendre. Mais ce n'est pas parce qu'un produit est rare que les gens vont l'acheter. Voilà, tout à fait. Parce que les gens se disent, ok, c'est un produit qui vient d'Afrique, c'est rare. Peut-être que les gens le cherchent. Je vais être le premier à le vendre. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Donc, la demande, il faut vendre ce qui se vend. Tout à fait. La deuxième astuce, c'est de pouvoir évaluer la compétition. Ça, c'est un peu difficile. On aura besoin des logiciels pour pouvoir évaluer la compétition. Mais une astuce que je donne aussi à ce niveau, c'est de pouvoir comprendre un tout petit peu que sur Amazon, lorsque les clients y vont pour acheter des produits, ils se réfèrent aux anciens clients qui ont acheté les produits. Tout à fait, tout à fait. Et un produit qui se vend bien, ou alors dans un marché, les produits qui se vendent bien ont beaucoup de commentaires des anciens clients. Tout à fait, Et si dans un marché, il y a trop de commentaires sur les produits, ça peut signifier que c'est un marché très compétitif. Donc, il faut se lancer dans des marchés où il y a très peu de commentaires sur les produits en fait. Je vais revenir plus sur le premier point. Vous avez dit il faut savoir le produit qui marche. C'est bien la question. Comment, je suppose, on est ici à Londres, par exemple, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez savoir quel produit pourra correspondre, n'est-ce pas, à la clientèle de Londres? Comment vous pouvez savoir? Comment savoir? Là aussi, on aurait besoin des logiciels. D'accord. Mais on peut aussi, oui, on a besoin pratiquement des logiciels pour pouvoir évaluer ça. Si on veut le faire manuellement, on devrait utiliser par exemple la technique du 999 que j'ai expliqué au début. Tout à fait. Et là, on peut évaluer un tout petit peu combien est-ce que les vendeurs vendent. Pas un seul, mais plusieurs vendeurs. Mais avec des logiciels que nous utilisons, je vais donner 2 exemples de logiciels ici. Il y a un qui s'appelle, ce sont des logiciels américains, donc je vais les prononcer en anglais. Oui. Jungle Scout, Jungle comme la jungle. Ok, Jungle Scout. Jungle Scout. Prenez note, hein? Jungle Scout. Et le deuxième, c'est Helium 10. Donc, Helium comme les lions. Comme des lions. Comme des lions. Et 10, le chiffre en fait. Donc, Helium 10. D'accord. Et Jungle Scout. Donc, je pourrais t'envoyer les liens. Tout à fait. Tu les mets en commentaire et tout. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces 2 logiciels-là, ce sont des logiciels à abonnement. Donc, il faut s'abonner pour pouvoir les utiliser et pouvoir faire l'évaluation. Avec ces 2 logiciels, je peux en même temps évaluer la demande et la compétition d'un marché. Tout à fait. Oui, ça, ce sont les 2 premiers critères. Le troisième critère également, c'est le profit. Il faut bien évidemment qu'un produit soit rentable. Rentable, bien sûr. On ne vend pas des produits juste pour faire plaisir. Non, ça c'est clair, ça c'est clair. Et pour savoir qu'un produit est rentable, il faut pouvoir se référer sur le prix de vente. Tout à fait.
Donc, normalement, le prix d'achat devrait être un tiers du prix de vente. Un tiers, d'accord. Ouais. Donc, comme à titre d'exemple, si un produit se vend à 30 livres ou à 30 euros, il faut l'acheter à 10 euros. À 10 euros maximum. Voilà. Tout à fait. Donc, dans les 10 euros sont compris le prix de vente, le prix d'achat, autant pour moi, et l'importation, le transport, tout. Ouais. La douane. La douane, tout. Donc, c'est vraiment, comme on le dit en anglais, le landing price. Tout à fait. Donc, le prix... auquel ça arrive dans votre magasin. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Le prix de revient. Le prix de revient, merci. Le prix de revient. Tout à fait. Il devrait être un tiers du prix de vente. Ouais. Là, parce que le tiers du prix de vente, c'est le prix d'achat. Ouais. Le deuxième tiers du prix de vente, c'est les commissions d'Amazon, les frais d'Amazon. Tout à fait. Et le troisième tiers, c'est le profit en fait. Tout à fait. Ouais. Il faut toujours partir sur la base que le profit devrait être autour de 30% du prix d'achat. Tout à fait. Vous avez dit 5 points, vous êtes à 3 points déjà. On est déjà à 3 points. Ouais. Oui. Le quatrième? Le quatrième point, c'est la saisonnalité. C'est-à-dire, il ne faut pas vendre des produits uniquement parce que c'est la tendance. Ouais. Il ne faut pas vendre des produits parce que c'est une saison donnée. Ouais. Donc, très souvent, les gens vont se lancer sur des produits parce que c'est le moment de vendre ce produit-là. Ouais. Mais ce sont des gens qui ne vont pas faire long feu. Il faut vendre un produit toute l'année. Tout à fait. 365 jours. Tout à fait. Sans interruption. Tout à fait. Et généralement, il faut donc se baser sur le fait que le produit ne soit pas saisonnier. Merci. Voilà. Et le dernier point, c'est la taille du produit. OK. Généralement, lorsqu'on est débutant, il vaut mieux se lancer sur des petits produits. Pas très grands, pas très lourds. Ouais. Et une astuce que je donne, c'est que le produit devrait rentrer dans une boîte de chaussures. D'accord. Tout simplement. D'accord. Pour faciliter le transport ouais. à la poste. Parce que ça va vous coûter moins d'importer ce produit. Ouais. Et ça va vous coûter aussi moins de stocker ce produit et de l'expédier au client. En fait. Tout à fait. D'accord. Le dernier, vous avez perdu 5. Non, là c'était les 5. Ah, ça c'est les 5. Le premier, c'est la demande. Ouais. Le deuxième, c'est la compétition. Ouais. Donc, ça doit être moins compétitif. Tout à fait. Ou alors faible compétition, on peut le dire comme ça. Une demande moyenne ou élevée. Ouais. Troisième, je ne sais plus, c'était la saisonnalité. Ouais. Le quatrième, j'ai parlé de profit. Ouais. Et le cinquième point, c'est la taille du produit. Donc, il devrait être petit et léger. D'accord, super. Voilà. Alors, la prochaine question que je vais vous poser, c'est l'approvisionnement et la gestion de la logistique. Comment est-ce que vous gérez l'approvisionnement et la gestion de votre logistique? Oui, heureusement, justement, le fait de vendre sur Amazon nous allège beaucoup de tâches. Parce que lorsque nous vendons sur Amazon, il y a un programme qui est appelé FBA. FBA, pour le dire en français, ça veut dire mot à mot en anglais, Fulfillment by Amazon. Donc en principe, il est expédié par Amazon. C'est un service que Amazon propose à ses vendeurs. C'est gratuit, mais le service, en fait, c'est, comment dire, y adhérer est gratuit, mais le service a des frais en fonction de ce que on utilise en fait. Et ça nous allège toute la partie logistique. Bon, je vais revenir dessus, mais si nous parlons d'abord de l'importation, lorsque nous achetons des produits, je recommande toujours de les acheter en Chine directement. D'accord. Et là, maintenant, il va falloir travailler avec les transitaires pour pouvoir importer la marchandise. Tout à fait. Et oui, on va parler de la douane à ce moment, on va parler de la TVA et ainsi de suite. Mais pour faire simple, lorsqu'on travaille avec des transitaires, on leur délègue toute cette tâche-là. Tout à fait. Et on paye tout simplement la note en fait. Tout à fait. Et vous pouvez recommander un transitaire. Les transitaires, c'est des Anglais, c'est des Chinois, ils sont de quelle nationalité? Oui, quand je commençais, j'ai travaillé avec des Anglais ou alors des transitaires, on va dire occidentaux. Mais la note était salée en fait. Elle était très chère. Parce que vu qu'ils sous-traitent également leurs services, ou alors, comment dire, oui, ils sont des sous-traitants. Ça devient un peu plus cher. Tout à fait. Mais lorsqu'on travaille avec des transitaires qui sont directement implantés en Chine, il y a beaucoup de services qu'ils font eux-mêmes et ça revient beaucoup plus moins cher. Donc, je recommande vraiment
transitaires locaux en Chine, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et comment est-ce que vous leur accordez la crédibilité du service qu'ils vous rendent? Bonne question. C'est justement à ça que c'est l'accompagnement. Parce qu'après avoir testé plusieurs, il y a des bons, il y a des mauvais. Ah, d'accord. Et tous ceux qui ont été bons, on les a gardés pour pouvoir travailler avec eux pour le futur. Donc, eux, ils sont recommandés vraiment à ceux qui ont pris la formation. On a 100% de très bons retours. 100%. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Super, c'est bien de savoir parce que avant, vous êtes dans le e-commerce depuis 2017. Oui. Ouais, nous sommes en 2024, ça fait 7 ans. Vous êtes bien. Sur Amazon, oui. Voilà. Donc, une expérience non négligeable. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent se lancer sur Amazon, Alban, c'est la personne à contacter. Voilà, j'ai une question pour vous. Ouais. Vous savez, l'être humain ou bien le cerveau humain ne gère pas facilement ce qui est négatif. Donc, si je vous injecte tout de suite un mot négatif, ça va vous affecter négativement. Or, quand vous faites du marché, du business, du commerce comme c'est là, vous attendez certainement aux commentaires négatifs de vos clients. Voilà. Comment est-ce que vous gérez les commentaires négatifs des clients? Les commentaires négatifs, sur les produits. C'est vrai qu'il faut éviter au maximum d'en avoir. Et surtout lorsqu'on démarre. J'aborde justement ce point dans la formation. Il faut mettre tout en jeu pour que les premiers clients soient satisfaits en fait des produits qu'ils reçoivent. Bon, après, on ne peut pas éviter les commentaires négatifs. Mais lorsque un arrive, il faudrait que ça arrive le plus tard possible. Peut-être lorsque tu as reçu 10 bons commentaires et que le 11e qui arrive soit négatif, ça n'aura plus un très gros impact sur tes ventes ou alors sur ton business en fait. Tout à fait. Parce qu'il y a déjà 10 personnes qui ont laissé de bons commentaires. Tout à fait. Et le 11e va un peu se noyer dans le reste en fait. Tout à fait. Mais si ça arrive au début, ça va être très difficile de pouvoir remonter. Décourager. Ça risque de décourager effectivement. Tout à fait. Mais si le produit est bon, de bonne qualité, bon, il faut payer le prix. On va peut-être un peu plus investir en publicité pour que les clients achètent malgré le commentaire négatif. Et les autres vont pouvoir venir laisser une bonne note pour que ça remonte la pente. En fait. Tout à fait. Il y a certains commentaires, il y a certaines propositions, je dirais, de certains vendeurs qui disent que si vous n'êtes pas satisfait du produit, on vous rembourse en totalité. Est-ce que ça peut contrer les commentaires négatifs? Non, parce que quelqu'un qui laisse un commentaire, c'est sur le coup de l'émotion. Généralement, les gens sont satisfaits, ils n'en parlent pas. Mais c'est lorsqu'ils sont pas du tout satisfaits. Mais vous l'avez dit au départ que si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Oui. Ils connaissent ça. Oui, mais ça n'empêche pas son émotion. Ah, d'accord. Il va être remboursé, mais quand même, il n'est pas content. Il n'est pas content. Et il veut faire ressortir cette frustration. C'est pour ça qu'il vient laisser un commentaire. Tout à fait. D'accord. Donc, malgré le fait qu'il va retourner le produit, il va quand même venir laisser un commentaire. C'est un peu méchant de sa part. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. On le trouve dans tous les business, même dans les miens, j'ai exactement ces mêmes résultats des autres en fait. Tout à fait. Voilà. Quelles sont les décisions qui ont contribué à votre croissance rapide? Bon, je n'aime pas le dire, mais je le dirais ainsi, c'est le mindset. Tout simplement. Le mindset. Je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit. C'est beaucoup plus la détermination à, mes propres objectifs. Tout à fait. Déjà, la première chose qui m'a réellement motivé, c'est que mes business avaient échoué. Quand je suis arrivé ici, j'ai voulu refaire dans l'événement. Ça n'a pas marché. Non. Et je me suis retrouvé en tant que salarié, ce que je n'ai pas du tout aimé en fait. Me lever très tôt le matin, prendre le bus, aller au travail, revenir tard le soir, ça ne me convenait pas. Non. Ça a été ma première source de motivation. Vraiment. Et là, quand je rentrais, je me mettais à fond dans mon business. Je passais 3 heures, 4 heures. Il y a des nuits où je dormais à 3 heures. Parce que je voulais réussir. Je ne voulais pas aller longtemps travailler en fait. Tout à fait. Ça, c'était ma
première chose. Donc, combien de personnes sont prêtes à faire ça? Une bonne question. C'est ça, justement, en principe, là où beaucoup de gens pêchent, en fait. Échouent. Voilà. Oui. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est que j'apprenais beaucoup. Et même jusqu'aujourd'hui, j'apprends énormément. Tout à fait. Donc, et j'essaie de faire le moins d'erreurs possible, même si c'est inévitable. Et lorsque je fais une erreur, j'en apprends, en fait. J'apprends pour ne plus faire des erreurs. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bien. Et on ne dirait pas que c'était... tout est allé comme une lettre à la poste. Il y a certainement des obstacles que vous aviez rencontrés ou rencontrés jusqu'à maintenant. Oui. Bon, comment est-ce que vous transcendez ces obstacles au quotidien? Je ne sais plus. Bon, ça va sonner un peu très cliché. Ouais. Mais je ne vois plus des obstacles comme un frein. Je les vois plutôt comme part du process. Pour moi, c'est comme ça que je les vois aujourd'hui. Je les vois comme part du process, en fait. Un obstacle, pour moi, ça n'existe pas. Un obstacle, en réalité, c'est l'étape qui devrait subvenir après toute une autre, en fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bien. Et vous avez parlé de votre capacité à travailler aussi d'arrache-pied, si on dit ça ainsi, pour remonter ou bien pour arriver où vous arrivez là aujourd'hui. Alors, vous savez, les jeunes sont tellement prompts à la facilité. Lorsque vous dites à un jeune qui va travailler peut-être 8 heures par jour, il trouve ça tellement difficile. Comment est-ce que vous arrivez, ou bien vous arriverez, n'est-ce pas, dans le cadre de la formation que vous allez donner aux jeunes, à comprendre qu'il va travailler plus de 12 heures par jour? Comment pouvoir s'aimer sans lui? Et que ça va créer un déclic qui doit travailler pendant 18 heures par jour. Comment y arriver? Vous savez, les jeunes aiment la facilité, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Bon, je sais pas, mais je trouve que l'argent aussi est une source de motivation. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faut parfois aussi parler un peu des résultats pour pouvoir motiver les gens à arriver aussi à ces résultats, en fait. Tout à fait. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est de pouvoir montrer un tout petit peu mes résultats. Tout à fait. Et de leur dire, OK, si je suis arrivé ici, c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Je n'ai pas dormi plusieurs nuits. Aujourd'hui, j'arrive à dormir. Et donc, il faut comprendre, en fait, que il y a ce principe qu'on appelle le delay gratification, en fait. Tout à fait. Donc, si on veut avoir une meilleure vie, des meilleures conditions de vie plus tard, il faut se sacrifier aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et j'essaye au maximum de pouvoir inculquer ces valeurs-là à toutes les personnes qui suivent les accompagnements ou alors les programmes que je dispense, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça se reflète aussi sur ma manière de travailler parce que c'est moi qui dirige, par exemple, les travaux pratiques dans mes formations. Tout à fait. Et si je dis que je suis là toutes les semaines, il n'y a pas une semaine que je ne suis pas. Je suis là toutes les semaines, en fait. Tout à Donc, fait. ça montre un peu déjà ma détermination. La détermination, oui. Bon, moi, je leur dis, je serai ici toutes les semaines de janvier à décembre. Si je le fais, c'est pas forcément parce que je gagne de l'argent. Non. Je pourrais prendre l'argent et disparaître. Il y a beaucoup qui le font, en fait. Voilà. Mais c'est pour vous montrer, en fait, qu'il n'y a que le travail qui amène à ces résultats-là, en fait. Tout à fait. Bien. Il y a une question que je vais vous poser qui est dans l'ordre, n'est-ce pas, parce que vous avez parlé du cliché tout à l'heure. Oui. Et ce qui est d'ailleurs vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui racontent du blabla. Alors, et la personne qui vous rencontre pour la première fois, lui, il n'a aucune évidence que vous faites ce que vous dites. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre quelqu'un que ce que vous dites est la vérité? Il y a ce qu'on appelle le bon et le mauvais sceptique. Ouais. Moi, j'ai toujours été un bon sceptique. Je n'essaye pas forcément de vouloir juger précisément ce que les gens font, mais de tester et de voir quels sont les résultats que ça rapporte, en fait. Tout à fait. J'apprends énormément de ce que je suis en ligne, en fait. Tout à fait. Mais je ne me questionne pas de savoir si c'est réellement ce qu'ils mettent dans leur business, en fait. Tout à fait. Parce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre qui va forcément m'apporter des résultats et qui va me faire apprendre peut-être d'autres choses
diverses en fait. Tout à fait. Et quand je me base sur ces enseignements que je reçois, ça me permet de pouvoir me développer personnellement et d'aller beaucoup plus loin. C'est tout ce que je pourrais peut-être recommander aux gens aussi de faire. Tout à fait, tout à fait. Et revenons encore sur vos techniques d'Amazon ou bien sur Amazon. Est-ce que vous pensez que Amazon reste viable pour les nouveaux entrepreneurs? Est-ce que c'est pas déjà trop déplacé? Est-ce que ça reste viable? Oui, ça c'est une bonne question parce qu'elle revient très très souvent. Ouais. Est-ce que Amazon est saturé? Le temps d'Amazon est passé, etc. Donc, mais pour répondre facilement, moi je dirais aujourd'hui nous sommes pratiquement 8 milliards de personnes. Tout à fait. Et dans votre entourage, quels sont les gens que vous connaissez qui n'achètent pas sur Amazon? Bon, chez moi, tous mes enfants achètent sur Amazon. Voilà. Et là, vous parlez des enfants. Ouais. Qu'en est-il des personnes qui ont des moyens de s'offrir des choses sur Amazon? Parce que si on parle de tes enfants, c'est toi qui leur donnes de l'argent pour qu'ils achètent. Tout à fait, tout à fait. Bon, si eux, ils achètent sur Amazon, combien de fois toi et tous les autres? Ouais. Donc, c'est pour dire en fait que aujourd'hui, Amazon n'est pas prêt de disparaître. Et ce n'est pas comme si tout le monde qui voit des opportunités de se lancer sur Amazon se lance. C'est un peu là où justement il faut profiter de cela parce que beaucoup de gens qui vont suivre ces podcasts vont l'écouter et puis ils vont passer à autre chose. Mais il y a une très infime partie de personnes qui va réellement passer à l'action. Et parmi cette petite partie qui va passer à l'action, il y a encore une plus petite qui va arriver jusqu'au bout. Et c'est ceux-là qui vont vraiment profiter d'Amazon en fait. Tout à fait. Donc, si on part sur cette base, donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a près de moins de 2 millions de vendeurs sur Amazon. Moins de 2 millions? Oui, dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais il y a plus de 700 000 acheteurs sur Amazon. Et près de la moitié de la population se connecte sur Amazon chaque mois pour acheter. Tout à fait. Bon, après, si ce n'est pas une opportunité, je ne vois pas trop. Et même si c'est un marché qui semble être de plus en plus compétitif, je ne connais aucun autre marché qui n'est pas compétitif. Tout à fait. Si on veut revenir à notre événement d'hier, on a beaucoup parlé d'immobilier. Tout à fait. Et c'est un marché qui, de jour en jour, devient compétitif. Tout à fait. Il y a 10 ans, on aurait acheté cette maison, par exemple, à 100 000. Par exemple, Aujourd'hui, elle peut valoir 200 000. Combien de personnes ont 200 000 pour acheter une maison? Non, peu de personnes. Voilà. Non, ça c'est clair. Et ça devient beaucoup plus compliqué. Plus compliqué. Plus compétitif et ainsi de suite. Tout à fait. Mais il y a toujours des gens qui se lancent dans l'immobilier en fait. Bien sûr. Alors, moi, je dirais pareil pour Amazon. Pourquoi ne pas Moi, je pense que la majorité des gens ne vont pas sur Amazon par manque de connaissances. Ce n'est pas parce que c'est compétitif ou pas du tout. Vous avez donné comme critère de choix de produit un produit qui ne devrait pas être plus que la taille d'une chaussure. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que vous ne ferez pas mieux de diversifier, penser aux choses plus larges à l'avenir? Est-ce que c'est pas envisageable ou bien... Non, moi, je vends des produits larges aussi. Mais quand on démarre, parce que ça, ce sont les recommandations pour les débutants. Tout à fait. Lorsqu'on est débutant, il faut prendre le moins de risques possible. Tout à fait. Revenons un peu à l'immobilier. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui se lance en immobilier de faire, comment on appelle ça, des travaux. Sur sa maison, par exemple. Donc, lui, il va aller tout simplement sur l'achat d'une maison et le mettre en location. Le plus simple possible. Tout à fait. Mais pour quelqu'un qui devient expert, qui a les moyens de les perdre, il peut oser un peu plus. Il peut acheter une maison, faire des rénovations, casser ici et par là, et puis revendre plus cher. Tout à fait. Tu vois? Mais quelqu'un qui démarre, il va faire le plus simple possible. C'est la même recommandation que je fais en ce qui concerne Amazon. Lorsqu'on démarre, il faut qu'on trouve des produits qui ne sont pas très larges. Tout à fait. Je vends des produits larges, mais le risque est beaucoup plus élevé, il est beaucoup plus grand. Tout à fait. Parce que lorsqu'un produit ne se vend pas ou se vend lentement, je paye beaucoup de charges au niveau du stockage, les frais de livraison, tout à fait. Et ainsi de suite. Tout à fait. Pour éviter cela,
il faut partir sur quelque chose. Minime, voilà. Minimaliste, on peut oui. dire. Après, quand on a roulé sa bourse, lorsque ça marche, on peut aller sur des produits plus larges, oser un peu plus et faire un peu plus de profit. Tout à fait. Voilà, le temps nous fait défaut. On va finir par une dernière question. Oui. Vous organisez des formations avant, c'est ça? J'organise des formations, oui. D'accord. Et quelle est la périodicité de vos formations? C'est tous les mois, c'est toutes les semaines? Combien de temps ça prend la formation? Et après une session de formation, combien de temps vous attendez pour relancer une autre session de formation? Ça se passe comment concrètement? Alors actuellement, vu que nous sommes à la fin d'année, lors du tournage de ce podcast, nous avons une formation à la fin du mois de novembre. Ah, d'accord. Elle est totalement gratuite. Gratuite en plus. Oui. Elle permet à ceux qui veulent comprendre un peu mieux ce business de pouvoir intégrer et de la faire. C'est pas une formation à la va-vite. Elle sera très dense. Elle dure environ 8 heures de temps. À raison de 2 heures chaque jour. Donc de mercredi à samedi, 2 heures de formation chaque jour. Et à la fin de cette formation, on propose maintenant un accompagnement à ceux qui veulent aller plus loin. Tout à fait. Donc, la formation reste gratuite, elle peut être téléchargée, gardée et tout le reste et tout. Mais maintenant, ceux qui veulent aller plus loin, qui ont besoin de plus d'aide, ils peuvent rejoindre le programme d'accompagnement. Et ce programme d'accompagnement, c'est comme le nom l'indique, un accompagnement. Donc, en principe, il y a une autre formation à l'intérieur, mais aussi un suivi. Tout à fait. Par exemple, tu crées ton entreprise, tu as un petit souci et on t'aide à avancer un peu plus loin. Et cet accompagnement dure entre 6 mois, entre 3 à 6 mois en principe. Un accompagnement, voilà. Avec beaucoup de bénéfices et tout. Tout à fait. Donc, il est important de commencer par cette formation gratuite qui va durer 8 heures de temps et divisée à raison de 2 heures par jour. Par jour, oui. D'accord. Et au terme de cela, quelqu'un peut se sentir prêt à se lancer lui-même, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Entièrement prêt. D'accord. Voilà. Donc, vous qui écoutez ce podcast, vous n'avez rien à perdre. La formation sur Amazon par Alban, elle est gratuite pour un départ. Et si vous voulez un accompagnement après, ça c'est autre chose et ça dépendra carrément de vous. Donc cette formation de 4 jours, elle est complète et vous pouvez vous lancer après les 4 jours. Et ça se passe du mercredi 27 au samedi 30 novembre. Donc dans moins de 2 semaines. Dans moins de 2 semaines, c'est ça. Voilà. Donc, quel que soit ce que vous faites, ou bien ce que vous êtes en train de faire ce jour, préparez 2 heures pour suivre la formation d'Alban, qu'elle est complètement gratuite. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous pour réserver votre place. Et la formation sera faite en anglais ou en français? Totalement en français. Totalement en français. Donc, pour ceux-là qui disaient que bon, je ne comprends pas l'anglais, il n'y aura pas de raison pour ne pas participer ou bien assister à cette formation gratuite. La formation, elle sera pour ceux qui nous suivent depuis l'Europe, elle est faite à partir de 21h. Donc, vous aurez le temps de coucher les enfants, d'être dans une salle toute seule et de pouvoir écouter la formation. Personne ne pourra vous gêner puisque les enfants seront endormis à cette heure-là, 21h à 23h. Donc, c'est le moment où vous avez votre temps tout seul, un peu, au lieu de regarder Netflix à ce moment, fermez la télé, ouvrez votre ordinateur et participez. Et à la fin, justement, il y aura également des bonus qui seront proposés, en fait. Voilà. Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas participer à cette formation. Alors, Alban, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on se dit à une autre prochaine occasion. Merci beaucoup.